Bonjour très chers amis, bonjour mes très chers compatriotes, Madame Candide Okeke, je crois que vous me suivez. Merci. J'aimerais vous remercier, Madame Candide Okeke, pour l'invitation que vous m'avez lancée. J'aimerais remercier les différents compatriotes, les analystes de qualité. J'aimerais louer votre initiative d'être allé au-delà de votre cercle habituel afin d'avoir les différents sons de cloche pour ce débat autour d'un thème très vaste, des questions très vastes que nous allons traiter pendant quelques heures de nos passées ensemble. En ce qui me concerne, au nom de quelle Afrique, mon bureau d'études stratégiques qui s'occupe exclusivement de l'Afrique subsaharienne, j'aimerais vraiment vous remercier et saluer la présence des uns et des autres. Une fois de plus, Madame Candide Okeke, merci infiniment de l'invitation. Alors, quelles sont les solutions pour sauver le Congo? Accord de paix, prime au crime pour le Rwanda ou casse du siècle? Quelle doit être la riposte du peuple congolais? Une plainte des Congolais est-elle envisageable? Voilà, des questions qui sont tellement vastes, ça va demander des tomes et des tomes, et même des livres, pour que nous puissions l'expliquer, mais dans 5-10 minutes, j'aimerais donner les grandes lignes et me livrer au débat qui, j'espère, sera très riche au regard des intervenants, du profil des intervenants. D'abord, il faut situer le contexte dans lequel se trouve le contexte international du monde. Le monde se trouve dans la deuxième guerre froide liée au contrôle des territoires qui régorge des minerais stratégiques qui rentrent dans la transition énergétique, mais aussi dans les nouvelles technologies civiles et militaires. Et donc, de ce point de vue, ce n'est pas la moralité qu'on amène, ce n'est pas la démocratie. D'ailleurs, nous vivons le contexte de illibéralisme, qui signifie tout simplement contexte où on ne respecte plus les institutions, le droit, les valeurs fondamentales, démocratiques. Là-bas, on amène dans ces rivalités internationales, en géopolitique et géostratégique, c'est le rapport de force. Le plus fort reste. C'est ce rapport de force qui dicte les rapports entre acteurs sur la scène internationale. Et donc, c'est ainsi que vous verrez, je m'occupe essentiellement de l'Afrique subsaharienne. Vous voyez qu'avec 1,3 milliard à 500 millions d'habitants que nous avons, avec plus de 70% de réseaux maritimes et fluviales très riches, nous avons une population jeune, nous avons de la forêt, où nous pouvons développer les nouvelles économies climatiques et même de nouvelles économies numériques, avec les initiatives des start-up, etc. Mais les deux blocs, que ce soit le bloc occidental ou le bloc sino-russe, c'est des blocs qui veulent maintenir l'Afrique subsaharienne. Et quand je parle ici de l'Afrique subsaharienne, je parle de l'Afrique noire. Ces blocs veulent maintenir l'Afrique noire dans un état d'une zone de consommation, une zone d'exploitation et une zone de consommation. Voilà. Ce n'est pas une zone qui peut s'émanciper, une zone qui pourra définir son destin, etc. Et il faudrait avoir des leaders crédibles, intelligents, courageux, ambitieux pour relever le défi. Et là, je suis en train de faire un clin d'œil au Niger, au Burkina Faso, au Mali, où vous trouvez 3 chefs d'État qui ont pris leur destin et qui définissent une nouvelle zone, une nouvelle façon de voir en Afrique subsaharienne. Malheureusement, en Afrique centrale, une partie de l'Afrique de l'Ouest, une partie de l'Afrique australe se trouve encore sous les bottes des nouveaux colonisateurs noirs. Je ne regrette pas ici, je parlerai du cas de la région, la sous-région des Grands Lacs et même de la République démocratique du Congo directement. Je ne regretterai pas d'avoir apporté un soutien à mon président Félix Tshisekedi. Je ne regrette pas. D'ailleurs, ça fait la diversité que j'ai salué Madame Candide Okeke ici. Nous venons de différentes options, sensibilités, options politiques, etc. Mais vous avez voulu déployer vos ailes pour écouter chacun. Je n'ai pas regretté d'avoir appuyé le président Tshisekedi à un moment. Pourquoi? Pour simplement la présomption de bonne foi. Mais surtout, n'ayant aucun répondant en face. Alors que nous étions devant une situation de fait. Et ayant été, je ne dirais pas endoctriné, mais suivi, enquiquiné depuis des décennies sur la crédibilité, etc., de leur combat à l'UDPS, nous avons pensé que l'UDPS au pouvoir pourra changer des choses. Malheureusement, nous avons été déçus et nous devons reconsidérer notre façon de faire. Donc, je reviens dans les Grands Lacs. Très rapidement, la RDC s'est tiré plusieurs balles au pied. Je ne vais pas entrer dans le détail, je n'ai pas beaucoup de temps.
On parle des réfugiés qui doivent venir du Rwanda, parce que le Rwanda est contraint de respecter la souveraineté de notre pays. Kagame va contourner cela pour ramener les réfugiés. Les réfugiés sont qui? Il parle de 100 000 réfugiés. Ce sont des manœuvres pour l'importation de nouvelles populations. Entre-temps, il a signé des accords avec les États-Unis pour accueillir les migrants, les rejetés des États-Unis. Lui qui n'a pas la place pour accueillir les Hutus chez lui, il veut accueillir les réfugiés qui viennent des États-Unis, tout simplement pour les former et les envoyer au Kivu. C'est pour ça qu'au Kivu, vous voyez, le terrorisme qui commence à se développer. Deuxièmement, le FDLR, le M23 occupe le Kivu aujourd'hui, mais où sont le FDLR? Ce sont des arguments fallacieux du Rwanda, malheureusement, que la RDC est en train de signer partout. Vous voyez, la RDC signe le plan de désengagement du FDLR. La RDC signe avec le Rwanda l'exploitation de minerais. En réalité, lorsque je prends le baromètre de comparaison entre le contexte du Soudan et le contexte de la République démocratique du Congo, l'ancien Soudan, nous sommes à 62% de ressemblance entre le Grand Soudan de l'époque et la République démocratique du Congo, et le Grand Soudan à l'époque où il allait être, je vais dire, balkanisé ou scindé en deux entre le Grand Soudan et le Soudan du Sud. Donc le docteur John Garang, qui a fait des alliances avec le pouvoir d'El-Béchir, Salva Kiir et le docteur Riek Machar n'étaient pas d'accord et ils ont eu des manœuvres pour faire la partition du Soudan. S'il y a quelques différences entre John Garang, qui a fait des alliances avec le pouvoir d'El-Béchir, Salva Kiir et le docteur Riek Machar n'étaient pas d'accord et ils ont eu des manœuvres pour faire la partition du Soudan. S'il y a quelques différences entre le Soudan, parce que la persécution du peuple noir du Soudan pouvait se justifier par leur partition, il faut dire qu'il y a énormément de ressemblances dans le contexte où le Kivu regorge une certaine catégorie de gens qui se disent victimisés, qui se disent marginalisés, etc. Et le président de la République est la personne qui a donné le lit à cet état des choses en allant avec la RDC pour l'inscrire, point et pied liés, à East Africa Community. Et le président Tshisekedi ne quitte pas ces accords, ne quitte pas cette sous-région parce que la difficulté qu'a eu Joseph Kabila, c'était de balkaniser le pays. Et il a laissé à un fils du pays de balkaniser son propre pays. Ce sera la question. Alors je termine en posant la question. Quelle est la solution? Est-ce que nous resterons des résistants? Parce que pour moi, c'est un terme, vous m'excuserez, vous ne connaissez pas ma franchise, c'est un terme obsolète dans le contexte de la RDC. Un résistant, c'est quelqu'un qui, par exemple, lorsque vous êtes atteint d'une maladie, qu'est-ce que nous disons à nos proches qui sont atteints de maladies? Non, non, résiste, accroche-toi. Parce que dans le jargon militaire, la résistance signifie, toi, tu ne prends pas l'initiative de l'offensive. Tu résistes contre une attaque. Et donc, l'initiative de l'attaque vient de l'autre. Donc, pendant tout ce temps, nous avons résisté. Ce n'est pas la solution. Le pays est en train de partir. Moi, je crois que nous devons maintenant passer à l'étape où nous prenons nous-mêmes l'initiative de l'attaque pour que les autres, nous renversions les rapports de force. Félix Tshisekedi va nommer un gouvernement d'ici là. Ce sera un gouvernement de distraction qui va conduire au dialogue qui va arriver autour de 2026-2027 pour que finalement, avec le principe du président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu, Tshisekedi va organiser un vrai dialogue vers la fin de son mandat et donc rester encore au pouvoir un peu plus longtemps. Dans le contexte qui est le sien, gabegie financière et j'en passe, les révélations de Nicolas Kazadi en font foi, lui qui est de l'espace familial, etc. Je crois qu'ici, nous devons voir dans quelle mesure nous devons mener ce combat. Est-ce que nous voulons mener un combat en résistant, c'est-à-dire n'ayant pas l'initiative de l'offensive, ou nous voulons changer d'approche du combat pour passer à l'offensive? J'aimerais dire ici, lancer un message à tous les chefs d'État africains, et notamment celui de la RDC. Nous ne vivons plus avec eux dans le contexte des années 1920. Parce que s'ils trahissent nos pays, de la manière où ils sont en train de faire, nous allons les atteindre dans leur peau. Les nouvelles
technologie, vous savez, dans les grandes académies, la guerre est un besoin. On définit la guerre comme un besoin. Et pour l'existence, la subsistance de notre pays, parce qu'un pays peut naître, grandir et mourir. Dans le contexte actuel, notre pays qui est né, qui a voulu prendre sa grandeur avec le président Mobutu, et avec un petit peu Laurent Désiré Kabila, le pays est en train de sombrer à cause justement de nos fils et filles qui trahissent ce pays, le président Tshisekedi en tête. Et donc, de ce fait, je voulais dire, avertir le président Tshisekedi ici, que nous allons utiliser les armes non conventionnelles, les armes de 3D, détection, déportation et destruction, s'il signe les accords pour hypothéquer les futures générations de notre pays. Ces meetings qu'il tiendra, nous allons faire pleuvoir des drones là-bas. Ce pays-là nous appartient à nous tous. Les Tshisekedi n'ont pas une carte verte pour décider des décennies et des siècles à venir sur nos populations, sur notre peuple. J'aimerais que ce débat, nous allons utiliser les armes non conventionnelles, les armes de 3D, détection, déportation et destruction, s'il signe les accords pour hypothéquer les futures générations de notre pays. Ces meetings qu'il tiendra, nous allons faire pleuvoir des drones là-bas. Ce pays-là nous appartient à nous tous. Les Tshisekedi n'ont pas une carte verte pour décider des décennies et des siècles à venir sur nos populations, sur notre peuple. J'aimerais que ce débat, j'ai lancé juste les grandes lignes. Madame Candide, je me remets à votre sagesse pour la suite du débat et je suis ouvert à toutes les questions. Merci infiniment. Merci pour votre attention, chers amis, chers conférenciers.